Bonjour ou bonsoir selon ta localité. Je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Conakry, au Bénin, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, mais aussi en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana. Je suis africain. Sur cette chaîne, votre chaîne, je vais m'évertuer à partager le vécu des entrepreneurs africains, des Africains, mais également le partage de connaissances et d'expériences. Car je crois intimement que ce partage d'expériences, mais aussi de vécu, est multiplicateur de richesse. Cette richesse acquise, mise en pratique, éprouvée, va nous permettre, nous aussi, ces nouveaux Africains, de pouvoir dire que nous allons faire partie des nations qui vont prospérer. Aujourd'hui, je vais te parler de la formalisation de ta structure, de tes entreprises. Alors, beaucoup disent, ou bien beaucoup savent qu'en Afrique, la plupart des PME, PMI ne sont pas formalisés. Ils sont dans le secteur informel. Et chacun sait que, justement, ces entrepreneurs aguerris, très doués, en tout cas, rompus à la tâche, ne veulent pas se formaliser parce qu'ils croient dur comme fer que, justement, la fiscalité, les impôts qu'on pourrait leur taxer ne seraient pas normalement redistribués. Parce que, pour des fins politiciennes, cette manne financière ne retourne pas aux populations en termes d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, de routes. Alors, il faut dire que l'avis que j'ai personnellement, c'est qu'il faut formaliser ta structure. Il faut être en règle avec l'État dans lequel tu mènes tes activités. Il faut absolument être en règle. Alors, pour ce faire, pour comprendre, il faut qu'on sache c'est quoi l'origine de ces impôts. D'où viennent ces impôts et pourquoi aujourd'hui tout le monde pratiquement est assujetti à ces types de taxes. Alors, les premières fois où effectivement nous avons entendu parler des impôts dans l'histoire, c'est à l'époque où effectivement l'Angleterre devait rentrer en guerre contre la France du temps de Napoléon. Alors la royauté aurait dit aux populations qu'il fallait se cotiser. Et justement, c'était les riches d'abord qui devaient cotiser pour les pauvres. L'image d'Épinal qui me vient en tête, c'est Robin des Bois. Parce que Robin des Bois volait aux riches pour donner aux pauvres. Aujourd'hui, on a la structure contraire. C'est plutôt, on prend de l'argent chez les pauvres pour donner aux riches. Je ferme la parenthèse. C'était une petite histoire pour qu'on se comprenne. Alors, l'Angleterre demande à ses populations riches de se cotiser. C'est le début des systèmes de taxation qu'on connaît aujourd'hui. Aux États-Unis, durant la guerre de sécession, après cette guerre, le gouvernement d'Abraham Lincoln aurait demandé aux Américains, en tout cas, de se cotiser, où effectivement des impôts devaient être assujettis aux populations pour investir, développer les contrées. Ce sont les débuts des origines des impôts. Après, certainement, comme tu le sais, les plus riches, en tout cas ceux qui détenaient le pouvoir d'achat ou bien le pouvoir d'investissement, pour contourner ces dictats, on va dire, ils vont créer ce qu'on appelle des entreprises SARL, SA. Alors l'entreprise leur permettait non seulement de ne pas être conséquemment assujettis aux taxes, mais plutôt, c'était une façon très subtile pour les riches de contourner la taxation. C'est-à-dire, ils pouvaient faire passer plusieurs dépenses avant la taxe impôt, taxe sur les bénéfices. D'accord? Par exemple, le système de fonctionnement des entreprises, les voyages, les repas, les sorties, peut-être même les véhicules. C'est le système pour trouver les riches pour ne pas être trop taxés. Alors aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est quoi? C'est que les salariés sont directement taxés. Directement taxés. Il n'y a que les entreprises qui sont taxées après bénéfice. D'accord? Et donc, si tu m'écoutes, il faut créer ton entreprise. Mais il faut la formaliser. Dans le pays où tu es ou bien où tu résides, certainement, tu devras te rapprocher de tes chambres de commerce. Ce que j'ai fait moi à mes débuts en 2014-2015, je suis parti vers les chambres de commerce et j'ai posé un tas de questions pour comprendre c'était quoi les systèmes. J'avais déjà le fonctionnement théorique, les SA, SARL, sociétés unipersonnelles, les GIE. Cependant, pour avoir toutes les informations, je me suis rapproché des chambres de commerce et j'ai eu justement l'opportunité de comprendre exactement comment cela marchait. Et pour votre information, je pense que je l'ai une fois dit sur cette chaîne, n'hésite pas à créer ta fondation. Tu m'entends? Ta fondation. Alors, une fondation, nous sommes dans un monde disruptif.
Alors les grands, les premiers qui ont créé des fondations, ils ont attendu d'être très très riches. Tu n'as pas besoin d'être extrêmement riche pour pouvoir comprendre aux populations que tu vas partager les bénéfices que tu vas gagner sur tes opérations. En plus de tes promotions de tous les jours, les promotions que tu vas faire durant toute l'année, mais et une fondation. Une fondation qui va aider un élève, une malade, une population nécessiteuse, 2 ou 3 personnes, 3 familles, à ton échelle. Pour moi, c'est fondamental. Pour moi, ce serait une bonne image pour ta structure, quelle qu'elle soit. Alors, si nous revenons au sujet, la formalisation de ton entreprise va te permettre justement de bénéficier de la protection des États où tu exerces, mais aussi de pouvoir candidater, postuler quand il y a des appels d'offres. D'accord? Il est clair que si tu n'es pas structuré, les marchés États, les marchés un peu plus grands, ou bien les marchés où on va faire appel à des concours de circonstances ou bien de compétences, tu ne pourras pas y accéder. Alors, j'ai l'habitude de dire que pour comprendre le présent, il faut partir dans l'histoire. Au XIIIe siècle, ce qui se passait, c'est que quand Prosper crée une entreprise de vélos, de construction de bancs, de confection d'habits, si le client n'est pas content, c'est Prosper qui casque. Ça veut dire le client va directement chez Prosper et prend quelque chose égal à la valeur du produit, s'il n'est pas content. Ou bien tu lui fais un vélo qui n'est pas bon, le client, autant pour moi, va directement chez Prosper et c'est Prosper, personne physique, ou bien Abdoulaye, comme vous voulez, personne physique, qui va trinquer. Ça veut dire, tu vas, toi, payer de ta personne ou bien rendre les produits ou bien rendre l'argent. C'était la même chose pour la royauté ou bien les États. On est au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, si tu avais maille à partir avec l'État, tu risquerais même de vendre ton enfant ou bien ta femme ou bien tes enfants pour payer l'État. Et ce qui a fait que, à l'époque, beaucoup hésitaient à entreprendre parce qu'ils ne voulaient pas justement risquer d'exposer leur famille pour des faits pareils. Donc l'esprit d'entrepreneuriat était endigué par cette peur, d'accord, qu'avaient les populations par rapport au système entrepreneurial du XIIIe siècle. En 1869, j'aime bien l'histoire, hein, parce que ça nous permet de comprendre le présent. Et oui, justement, l'histoire, ce sont des redites. Le présent et des redites. Ce sont des choses qui se sont passées depuis les crises Covid, les crises financières, les crises boursières. Si vous retournez dans l'histoire, vous vous rendez compte que toutes ces choses se sont passées. Les gens ont eu des formules. Toi aussi, tu pourrais facilement t'adapter pour comprendre effectivement que tel ou tel cycle a eu lieu. Donc, il se pourrait que ce cycle se répète et tu pourras anticiper par rapport à ton activité. Alors, en 1869, Armand Peugeot hérite de sa famille. On sort du XIIIe siècle. 1869, on est au 19e siècle. Alors, ce qu'il fait, il a eu une idée de génie. Il a compris qu'il fallait qu'il sépare sa personne physique de la personne morale. Ce qu'il fait faire, on est dans l'époque catholique. Il a compris que les catholiques qui allaient à la messe et écoutaient le corps du Christ, ou bien en tout cas prenaient le corps du Christ, croyaient fondamentalement à ce concept, qu'effectivement, c'était un aspect religieux. Ce que le monsieur fait, il prend un homme de loi, donc anobli par l'État, anobli par les religions, il lui fait écrire que, justement, il faut créer une personne morale du nom de Peugeot, différente de la personne de Armand Peugeot. D'accord? C'est pour, effectivement, ne pas subir les affres du XIIIe siècle, où, effectivement, et l'entreprise et la personne physique répondaient justement au fait d'une entreprise. Donc, du coup, si Peugeot emprunte de l'argent et n'arrive pas à payer, c'est Peugeot qui trinque. Passez-moi l'expression trinquer. C'est Peugeot qui paye les pots cassés et non Armand Peugeot. Du coup, si un client n'est pas content ou satisfait des services de Peugeot, c'est Peugeot qui paye les pots cassés. En tout cas, c'est Peugeot qui va répondre et non Armand Peugeot. Alors, cette loi, donc, validée par un juriste qui dit effectivement Peugeot, personne morale, différente de Peugeot, Armand, ainsi de suite, et SARL. Ce fut une idée de génie. Et donc, Armand Peugeot, héritant de la structure, en tout cas de l'entreprise familiale,
a pu faire que sa société prospère et que, conséquemment, il pouvait, lui, être séparé, en tout cas des agissements de Peugeot. Parce que lui, certainement, personne physique, était plutôt Armand Peugeot. Il avait d'autres champs, en tout cas d'autres domaines de prédilection où, effectivement, il pourrait être amené à répondre à la loi. Alors, cette histoire nous fait comprendre que, dans le cadre de ta formalisation, il faut que tu y aies, en tout état de cause, la bonne forme, le bon principe, la bonne forme juridique. Beaucoup de structures, en tout cas de start-up, ou bien de petites entreprises qui débutent, commencent par la SARL, Société à responsabilité limitée. Société à responsabilité limitée, parce qu'effectivement, ta responsabilité est juste limitée au sein de l'entreprise. On ne pourrait aucunement toucher à tes biens, ta maison propre, à ton nom, Abdoulaye Diouf. On ne peut pas saisir les biens d'Abdoulaye Diouf dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise Diouf SARL, par exemple. Alors, ceci va te protéger et comme je l'ai dit tantôt, les chambres de commerce vont vous donner toutes les informations idoines par rapport au bon choix parce que vous aurez les GIE, vous aurez les SARL, vous aurez les SA, vous aurez les SAS et plusieurs autres structures. Alors, je me rappelle à mes débuts, j'avais une tendance de société unipersonnelle, d'accord? Et pendant longtemps, je m'arc-boutais sur ce concept. Je me disais que c'était la meilleure façon, à mon sens, de pouvoir gérer mon entreprise. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il faut collaborer. Si tu ne te rappelles pas, j'ai fait une vidéo parlant de la collaboration, qu'il était absolument nécessaire de collaborer et que ces collaborateurs-là existaient. Mieux vaut avoir 1% de 1 milliard que 100% de 1 million. D'accord? Collaborer, donc c'est la SARL qui se dessine. Cependant, tu n'es pas obligé de commencer par une SARL. Alors, l'image qui me vient de suite, c'est un bébé qui naît. Un bébé qui naît, au début, certainement, il n'a pas besoin de vélo. Il va marcher à deux pieds. Après, il aura besoin du vélo. Après le vélo, certainement une moto, un véhicule. Après, un avion ou bien certainement un bateau. C'est ça la progression de l'entreprise. L'entreprise grandit et il faut avoir en tête cette image de cycle de vie de ton entreprise que tu vas devoir accompagner et structurer dans le temps. Alors, la formalisation. Pour que tu puisses prospérer, il faut te formaliser et prétendre à ouvrir, en tout cas, aller vers d'autres marchés. L'homme cognitif, l'homme qui a donc connu la révolution cognitive, je vous rappelle, la révolution cognitive, elle date de il y a 70 000 ans. Tant pour moi, 70 000 ans que l'homme cognitif, je parle du sapiens, a compris que les activités entrepreneuriales du temps où il faisait des commerces pourraient faire qu'il puisse prospérer. Maintenant, quelle forme il fallait prendre? L'homme cognitif ne veut pas payer des impôts. Tous les moyens sont bons pour ne pas payer des impôts. Aujourd'hui, ce ne sont pas tout simplement les entreprises informelles de l'Afrique qui ne veulent pas payer d'impôts qui pourraient être fustigées. Nous voyons des grands groupes comme Google, Microsoft, Facebook, qui ne payent aucunement des taxes, ou bien en tout cas, amoindrit le bénéfice pour ne pas payer des taxes. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? En 2012, en France, Google a déclaré 194 millions d'euros. Vous pouvez le vérifier sur Le Point, le journal Le Point, c'est un article qui est disponible sur Internet. Ils ont déclaré 192 millions d'euros au lieu de 1,44 milliard d'euros. D'accord? C'est Google qui fait ça. Mais pourquoi on devrait donc parler des entreprises, des petites entreprises africaines du fin fond du Sahara qui ne veulent pas se déclarer parce que voulant pas payer des impôts dans des structures, dans des tissus économiques éparses, sporadiques, alambiqués? Pourquoi? L'homme cognitif, comme j'ai dit tantôt, ne veut pas, toi et moi, nous ne voulons pas payer des économies. Nous ne voulons autant pour moi des bénéfices aux États ou potentiellement, même si ces États-là sont des États solides comme les États-Unis, tu ne veux pas partager le fruit de ton travail. Et comme on a compris, ce système de taxation, elle existe au moins depuis après le XIIIe siècle. Alors, la formule Google utilise donc ce qu'on appelle une optimisation fiscale. L'optimisation fiscale va te permettre donc de trouver des failles dans le système et de payer moins qu'il ne devrait justement se faire. Vous vous imaginez un pays, dans un pays ou bien dans ta contrée, une entreprise, une multinationale, comme le font les multinationales en Afrique, elles viennent d'autres contrées, elles s'installent dans ton pays
elles font des milliards et des milliards de bénéfices et justement ne payent aucune taxe dans le territoire et disparaissent par la subtilité, par l'optimisation fiscale et d'autres subtilités. En 1969, par exemple, l'Irlande et la France signent des accords. Ces accords-là disent pour qu'un Français paye des taxes en Irlande, il faut qu'il y ait une installation physique, un siège. D'accord? Google ayant compris cette règle et Google sachant que, effectivement, si elle se présentait en France juste par rapport à une entité de recherche et développement, parce que la loi le permettait, si tu as une entité de recherche et développement, ce n'est pas un siège, tu n'es pas assujetti aux taxes. D'accord? Et Google non seulement met cela en avant, mais aussi, elle fait comprendre, ou bien l'entreprise fait comprendre que ces Français n'ont que des tâches subalternes. C'est comme ça que Google, en 2012, a payé moins qu'il devait payer. Parce qu'ils ont compris que l'avancée technologique était plus rapide que l'avancée des lois caduques, désuètes, qui ne suivaient pas le rythme. Alors, vous et moi, aujourd'hui, nous comprenons que la technologie avance très, très, très vite. La décentralisation qui a été permise par la blockchain, elle est possible parce que de moins en moins les gens vont se fier aux finances. Toi et moi, nous savons ce que c'est que les finances aujourd'hui. C'est lugubre, c'est la pénombre, on ne comprend pas exactement ce que c'est. Et ce sont les outils qu'utilisent les institutions, les États pour arnaquer les populations. Donc, la blockchain se présente comme une solution qui pourrait effectivement aider les entrepreneurs, vous et moi, à s'occuper davantage de leurs revenus, à s'occuper davantage de leurs bénéfices. Cependant, il est clair que on est loin, encore loin, à mon sens, je pense, loin, je veux dire 5 ans, peut-être maximum 10 ans, de la décentralisation effective des institutions ou bien du système de fonctionnement grâce à la blockchain. En attendant, formalise-toi. Vous savez, la conception que je me fais du secteur informel. J'ai un ami, son papa, il est dans l'informel, ils sont dans une contrée ici à Yar, c'est un mécanicien. Il a, ma foi, un grand garage où il emploie, il m'a fait travailler des jeunes, la plupart de la banlieue. Ce sont des pères de famille, des garçons et des hommes garçons apprentis, et des hommes qui travaillent et qui se font chaque jour une manne qui leur permet de nourrir leur famille. Ces structures-là ne sont pas déclarées. Cependant, je trouve à mon sens que ce sont des métiers nobles, très très nobles. Il ne faut pas voir le caractère péjoratif du secteur informel. Informel, ça veut dire qui n'est pas formalisé, mais ne voudrait pas dire n'est pas du tout bon dans le sens que le secteur informel n'emploie que des voyous, des bandits. C'est pas vrai. Il y a des personnes correctes, très nobles qui sont dans l'informel et qui gagnent leur vie en nourrissant des centaines et des centaines de milliers de familles. Alors, ce que devraient faire les États dans nos populations, c'est ramener la confiance et élargir les assiettes ou bien les procédures de fiscalité. Permettre à tout un chacun de comprendre que certainement la fiscalité serait la bienvenue dans le système de fonctionnement et amener les populations à se formaliser pour pouvoir s'éclore et demain devenir des multinationales. En quoi faisant? En les aidant. Par exemple, Google, après ces subtilités dans le système de fonctionnement, donc des lois désuètes de l'OCDE ou bien de l'Europe, ce que fait Google rapatrie son argent. Et les différents gouvernements sont les principaux complices de ces multinationales américaines. Parce que quand Google veut rapatrier son argent, par exemple, il y a une taxe de 35% normalement. Alors, du temps de Bush, on est bien avant les subprimes, il ne paye que 3%. D'accord? Donc, ces États protègent les champions nationaux. Ce sont des États qui, effectivement, choyent justement le système de fonctionnement de ces entreprises qui, justement, reflètent la puissance, la culture ou bien l'incarnation même de la puissance de ces nations. Chers amis, en gros, pour ne pas tirer en longueur, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je suis très très content de vous retrouver dans ce système, dans cette approche. Il me plaît justement de partager avec vous ces moments assez denses de trash talking. Peace out. Ciao.
Alors, la cerise. Bon, cette cerise aujourd'hui, elle est plus ou moins amère. Il y a 3 jours, je suis parti avec ma fille. Bon, je vais dire le nom, à Auchan. Mais figurez-vous, quand je suis arrivé, et après quelques pas, j'étais dans les rayons, je faisais mes courses, une dame m'a abordé. Une supposée vendeuse. D'accord? Elle me parlait de ses produits, de céréales, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si elle m'a dit bonjour. C'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est la façon de m'apporter. Au lieu de créer une empathie, c'était plutôt de la frustration qu'elle a créée en moi. Parce que justement, on parlait du produit, je lui fais, mais moi, ma fille, elle a aujourd'hui 3 ans. Est-ce qu'elle peut prendre ce produit? Elle me répond, mais ce produit-là, même toi, tu peux manger ces produits destinés à des bébés de 6 mois. Comment une vendeuse peut répondre comme ça à un client? J'étais sidéré. Alors, ceci m'a fait tiquer. Naturellement, je me suis retenu, j'ai poussé un peu pour regarder qui me parlait comme ça. Et j'ai vu la dame, style, avec un sourire au coin. Je me suis dit, mais tiens, celle-là, elle n'a pas été formée. Alors, je ne voulais pas trop donc tirer à longueur, j'étais déjà frustré. Et j'ai compris que, au lieu d'être formées, elles ont été larguées dans des surfaces pour juste agresser les clients. Vous savez, moi, je pense que le bon sens est la chose la mieux partagée. Vendre un produit, même si tu n'as pas des aptitudes naturelles, il est possible. Chacun peut vendre. Pour vendre, mais le client, tu ne peux pas non seulement le trouver dans sa zone et vouloir l'agresser dans cette même zone. D'accord? J'imagine s'il y a des caméras ou s'il n'y a pas de caméra, mais certainement les gens verront que ma réaction n'a pas été du tout avenante parce que j'étais un peu fâché. Je ne comprenais pas pourquoi, dans une surface assez correcte d'une multinationale, on pouvait trouver des vendeuses, même si elles étaient ambassadrices d'autres produits. Parce qu'effectivement, je crois que ces supposées vendeuses ont été validées, ont été contrôlées, ont été donc soumises à différents tests avant d'être présentées sur ces rayons. Alors, je dis à la dame, pour continuer l'histoire, je dis à la dame, ben, il n'y a pas de souci, mettez-moi tout ce qu'il faut, puisque ces produits-là, tout le monde pourrait utiliser ces produits. Alors, elle me dit, mais vous êtes en train de me scruter. Scruter, je dis scruter parce que justement, je me suis arrêté pour regarder à qui je parlais et pourquoi elle parlait comme ça, parce que j'étais heurté. Alors, je lui fais, ben non, je ne suis pas en train de vous scruter. Donc, la familiarité, c'est une vendeuse qui se met au même pied d'égalité que le client. C'est pas mal. Cependant, pas en l'agressant, de grâce. Alors, la vente ne s'improvise pas. Il faut apprendre à vendre. Et il faut comprendre sincèrement la psychologie du client en regardant déjà qui il est devant toi. Et justement, ça ce sont des aptitudes en psychologie, quelle que soit infime ta psychologie, pour que tu comprennes que effectivement c'est comme ça que marche la réalité de la vente. Alors, j'ai pas eu des remontrances ou bien des remarques à faire ou bien une suggestion à la direction parce que j'ai à peu près compris que alors, il était très très normal. Je connais un peu, parce que j'ai grandi au Sénégal, je sais que bon, il y en a qui n'ont pas cette culture de la vente et qui pourraient justement vous agresser assez facilement. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao, 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 ciao! Boum!